enfants. Voilà, c'est pas très original, mais j'avais envie de parler de ça. Donc l'idée c'est toujours pareil, c'est de parler de choses qui vous concernent, mais avec une certaine élégance. Et en l'occurrence, l'humour est une forme d'élégance, même si cette élégance peut paraître curieuse quand on voit l'humour de Bernie ou de certains films. Voilà. Mais c'est une façon de ne pas ennuyer son contemporain tout en racontant des choses qui vous préoccupent. Voilà, c'est ça l'idée. Et cette idée, elle vient comme ça, et ensuite l'écriture, vous dites, c'est un travail assez long. Bah, c'est parce que c'est surtout de ma faute, moi je suis assez laborieux, assez impulsif, donc n'est pas Sacha Guitry ou Woody Allen qui veut. Là je suis sur un film, pour vous donner une idée, j'ai écrit 20 pages en un mois, donc c'est vrai qu'à ce rythme-là, c'est pas dans la poche. Ça prend du temps parce que j'ai des tendances d'auteur, mais je suis pas un vrai auteur. Voilà. Donc, c'est quoi un vrai auteur? Un vrai auteur, c'est un mec à mon sens qui est inspiré, qui est prolixe, qui va vite, voilà, c'est Balzac, c'est Hugo, voilà, c'est un auteur avec un grand A. Puis il y a des petits excités comme moi qui s'agitent autour. Et bon, ça suffit pour que moi, malgré tout, j'arrive à raconter ce que j'ai envie. Et la caméra, et quelque part, le langage de la caméra est une impuissance d'auteur. C'est-à-dire que plus la caméra est manifeste, ce qui est flagrant dans ce que je fais, c'est souvent à la fois un plaisir personnel de cabotinage, de metteur en scène, mais aussi ça m'aide à raconter des choses que je ne peux pas raconter parce que je suis un auteur d'une envergure relative. Voilà. Comment cette écriture est devenue du cinéma? D'abord, cet univers a été créé un jour à travers, peut-être au début avec les sketchs, ensuite il est devenu écriture. Et comment on apprend l'écriture filmique comme vous l'avez fait, en la faisant? Moi j'ai pas fait d'école, donc c'est très laborieux. J'ai passé un an en fait, j'avais écrit 1000 pages sur un film qui s'appelait La Grande Fin, dont le personnage central était un gars qui s'appelait Bernie, et c'était uniquement l'idée. Pourtant j'en ai fait 1000 pages, c'était assez pathétique, mais c'était un mec qui filmait sa mort. C'était totalement dépressif, qui passait son temps à poser sa caméra, à se tuer, ça durait 1000 pages, c'était totalement réjouissant. Il y avait des scènes qui étaient assez marrantes d'ailleurs, mais donc je l'ai fait lire à un gars, et après une longue cure d'antidépresseurs, il est revenu vers moi pour m'en parler. Et il m'a dit c'est pas comme ça qu'on fait, il faut faire une structure carrée, etc. Et j'étais très déboussolé, c'était sur Bernie, parce qu'il a la structure de Bernie, c'était pour moi celle d'un téléfilm. Et donc quand on a eu fini, au bout de quelques mois de faire une structure, je suis resté pendant plusieurs semaines devant ces fiches. Bernie sort de l'orphelinat, Bernie loue un appartement, je dis je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, excuse-moi. Et c'est, au bout d'un moment, ce qui se passe c'est qu'on s'approprie cette écriture basique. Et c'est là que votre folklore commence à naître et vous dites, bah moi voilà, c'est comme ça que je le traiterai, et vous commencez à trouver du plaisir dans une structure qui est assez froide, assez classique, assez scolaire. Et voilà. Et après pour la technique de caméra, j'ai vu énormément de films forcément, comme tout étudiant qui est attiré par le cinéma, mais il y a des films qui ont été vraiment fondateurs, notamment effectivement les films des frères Cohen ou les films des Monty Python, plus particulièrement Terry Gilliam. C'est ces gens qui racontent des choses par des images, j'ai toujours trouvé très intéressant comme metteur en scène. C'est que vous avez regardé ces films, décrypté la mise en scène? Il y en a un que j'ai regardé beaucoup, bizarrement, c'est Taxi Driver. Je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais au point d'avoir compté les plans, je crois qu'il y en avait plus de 250, ce qui n'est pas beaucoup pour un film comme ça. Et quand on regarde bien ce film-là, on sent qu'il n'y a pas de moyens, mais il y a une grande intelligence, bien sûr, de Scorsese, et il y a un découpage qui est très malin. C'est-à-dire que quand on regarde bien, on se rend compte que le début d'un plan se retrouve à la fin de la scène, mais qu'entre-temps, il a coupé par d'autres plans, donc il a fait un master. Enfin, on apprend, en fait, le cinéma que vous avez envie de faire. Je n'ai pas du tout envie de faire un Taxi Driver, je n'oserais même pas me comparer, mais ce qui est important, c'est d'apprendre son cinéma. Voilà. Et dans tous les milliers de films qui sont faits, on finit par trouver, on a envie de faire un certain type de cinéma, et donc là, il faut s'intéresser de plus près à comment les metteurs en scène que vous aimez ont fait. Voilà. Et Chaplin? Alors, Chaplin, oui, c'est un classique, c'est comme de regarder l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel, mais ce qui est étonnant chez Chaplin, pour faire bref, c'est que c'est d'une simplicité totale. Et la simplicité, c'est souvent une complexité résolue. Voilà, moi, je ne suis pas capable de faire simple. Il faut même oser faire simple. Et voilà, donc Chaplin, voilà, quand on voit, il y a quelques, malheureusement pas beaucoup, mais quelques rushs du travail de Chaplin qui existent, quand on voit toutes les prises qu'il a pu faire, des fois, il y a des claps avec marqué 500e prise, donc toutes les prises qu'il a pu faire pour arriver à un truc très simple. Voilà, on imagine le travail. Chaplin est quelqu'un qui tournait pendant 2 ans. Dans Le Lumière de la Ville, il a tourné pendant 2 ans. Il l'a fini en février, le film est sorti en avril. C'est-à-dire qu'en parallèle au tournage, se faisait la musique, se faisait toute ce qu'on appelle la post-production aujourd'hui, qui à l'époque était plus sommaire. Mais il tournait pendant 2 ans. Donc il se donnait les moyens de résoudre tous les problèmes complexes qui se posaient à lui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment effectivement ce qu'il y a de plus pur, je trouve, en termes de cinéma. Et Chaplin incarnait ces films comme vous le faites. Est-ce que c'était évident dès le départ
que vous seriez dedans? Je peux pas, moi, quand on parle de Chaplin, c'est comme pas de Molière, etc. Donc il faut pas comment dire, comparer à ces gens-là. Mais je me suis servi de moi, j'ai jamais écrit pour moi, mais je me suis servi de moi comme acteur parce que je suis une marionnette pratique pour mes films. Comme pour donner le là, un peu? Non, même pas. C'est-à-dire que le film, ce qui est important, c'est que le film marche. Et j'ai le sentiment comme acteur qu'il aide le film à fonctionner. Mais ça ne durera pas. Ça fait 4 films que je le dis. Je vais finir par le faire pour de vrai. Et là, la grande aventure du vilain, c'était de faire venir Catherine Fro dedans. Elle s'en est remarquablement sortie. Mais je me sers de moi comme un bouffon, une marionnette que je connais bien et qui permet d'asseoir la démonstration du film. Voilà. Je donnais la liste de tous les acteurs du vilain. Qu'est-ce qu'ils ont en commun tous? C'est des bons acteurs. C'est pas si fréquent. Et puis... Non, c'est des gens que je connais depuis très longtemps. Nicolas Marié, qui fait le Dr William dans Le Vilain, il est depuis le court-métrage, donc il est depuis 15 ans dans tous les films, donc c'est plus de 18 ans dans les films. C'est un grand acteur. Il devient de plus en plus connu, mais c'est pas parce qu'on est connu qu'on est un grand acteur, et c'est pas parce qu'on est inconnu qu'on est une truffe. Donc en l'occurrence, Nicolas est un mec formidable, et là, ceux qui ont vu le film, il fait un Dr William épatant. Catherine Fro, c'est la première actrice populaire qui débarque chez vous. Connue, notable. Ouais, et comment elle s'adapte? Comment elle s'est adaptée? Très bien. Catherine est quelqu'un qui a une sorte de folie douce. Et moi, j'avais vu ça, j'avais fait un film avec elle, ça s'appelait Odette tout le monde. Et sous son côté, on va dire, pseudo-tranquille, réfléchi, cérébral et tout, elle a un joli petit grain. Et j'avais vu ça, voilà, et ça m'avait donné envie de travailler avec elle. Et pendant l'écriture du scénario, à un moment donné, je m'étais dit, ça serait quelqu'un, genre Catherine Fro, qui ferait le personnage. Et avant d'aller voir des actrices qui avaient l'âge du rôle, il y avait une vraie liste que j'étais en train de faire. Je me dis, je vais quand même tenter de lui en parler. Parce qu'elle permettait de mettre la fantaisie du film d'emblée, parce que bien sûr on connaît Catherine, dont la vieillère de 30 ans, le maquillage, les perruques, ça mettait le film dans une catégorie, je dirais, bénigne, fantaisiste, de fable, qui était parfait pour le cinéma que j'aime bien. Voilà. Elle s'est inspirée de Mamie Nova notamment pour ça. Elle a fait Mamie Nova, elle a fait Titi Gros Minet, elle a fait Une dame qu'elle a vue dans la rue, elle a fait la mère d'un peintre qui s'appelle David Hockney, enfin de choses très réalistes, très personnelles, d'une grand-tante qu'elle avait connue. Enfin, on a tous des grands-tantes gâteaux dans nos familles, donc voilà, elle a fait une sorte de symbiose de ça. Mais en fait, tant qu'elle n'avait pas trouvé sa silhouette, elle n'a pas fait de répétition, on n'a pratiquement pas parlé de ses dialogues. Et en fait, on a eu des premiers essais de maquillage en février. Et elle avait trouvé sa bonne femme silhouettée, maquillée, toilettée vers fin juin, début juillet, et on tournait mi-août quand même. Donc il était temps qu'on travaille sur le scénario. Et donc, mais tant qu'elle n'avait pas trouvé sa silhouette, elle ne voulait pas aller plus loin. Et des fois elle disait non, des fois elle disait oui. Ça a été très compliqué cette élaboration de silhouette. Voilà. Pour en revenir au film et au fond du film, il y a encore une fois une idée de vengeance, enfin de tristesse qui peut s'exprimer par la colère. Et ça c'est dans pas mal de vos films, cette idée-là. Oh. Vous êtes sûr? Ça veut dire que je suis triste et en colère? Alors non, Bernie est triste et en colère parce qu'il n'a pas de nom. Non, il n'est pas triste, Bernie, il n'est pas triste. Enfin, il est en colère. Il est désespéré, oui. C'est différent. Le créateur n'arrive pas à c'est des gens qui sont impuissants, voilà. C'est après, alors pourquoi c'est ça? Je préfère pas trop m'attarder à mon cas personnel, de peur d'être déçu. Donc, non, ils ont tous des caractéristiques, c'est qu'ils sont toujours un petit peu marginaux, même des fois très largement. Mais je trouve que le monde dans lequel on se meut est un monde très largement imparfait, et vouloir en donner une vision bénigne et positive est quelque part un mensonge. C'est essayer de vous vendre des machines à laver la vaisselle ou toutes les conneries qu'on cherche à vous fourguer à longueur d'année, une journée. Donc ce mouvement comment dire, grégaire qu'on installe chez les gens, je ne l'aime pas, je le réfute, je me sens mal à l'aise. Voilà, donc tout ça fait que j'aime bien raconter une histoire un peu de trublion, entre guillemets, de gens qui mettent leur grain de sel là-dedans et qui ne sont pas forcément d'accord avec le monde qui